La première fois que j'ai vu de la pisse, c'était sur des escaliers de secours dominant le downtown de Los Angeles. Testant mes limites, ma petite copine d'alors, qui est ensuite devenue ma femme, Soma, m'a demandé si j'avais déjà bu la pisse de quelqu'un d'autre et j'ai dit non. Ce n'était pas un truc qui me branchait, mais comment savoir si on n'essaye pas? Nous étions assis sur l'escalier de secours de son immeuble. Elle me dit d'enlever mes vêtements et de m'allonger. L'acier froid s'enfonçait dans mon dos nu à mesure qu'elle s'accroupissait sur moi. Elle commença par pisser sur ma poitrine, puis remonta jusqu'à ma bouche. J'entendais les éclaboussures du surplus sur le trottoir en dessous. Quelque temps plus tard, Soma goûtait ma pisse dans les coulisses pendant un concert où nous partagions l'affiche avec No Use for a Name. Avant notre rappel, je suis allé dans les toilettes pour prendre de la coke avec Tony Slide de No Use. Je devais pisser, et au moment où j'allais viser les chiottes, Soma s'est mise à genoux et a ouvert la bouche. Tony nous regardait alors que je redirigeais mon jet et a dit « Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ça n'a pas aussi mauvais goût qu'on le croit. C'est certainement meilleur que le whisky. C'est comme un thé oolong un peu fort. Du moins, la sienne avait ce goût-là. Il m'a fait goûter la mienne une fois. C'était horriblement amer du fait de toute la merde que je me balance dans le corps. » Soma n'a pas vraiment gagné au change dans cette histoire. Comme beaucoup de trucs bizarres que Soma et moi avons fait, ce n'était pas un trip au sens strict du terme. L'élément domination-soumission était super cool, mais bord de la piste, c'était surtout être punk en faisant les choses que tu n'es pas censé faire. En choisissant d'introduire leur autobiographie de la sorte, Fat Mike et NOFX nous disent plusieurs choses. Si vous êtes trompé d'adresse, changez de crèmerie, on ne va pas vous cacher grand chose de nos histoires respectives et on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Baignoire, hépatite et autres histoires, c'est l'autobiographie d'un des plus grands groupes de punk rock qui ait jamais existé, racontée par les musiciens eux-mêmes, avec évidemment une place prépondérante pour le line-up classique, Fat Mike, El Refe, Smiley et Melvin. L'histoire d'NOFX, c'est une histoire de punk rock, de liberté, d'acharnement, d'indépendance et d'amitié, et aussi de black potache. Mais c'est aussi solo d'obscurité, de drame, de drogue, de viol, de violence et de dépendance. Je connais plutôt bien la musique d'NOFX, mais je connaissais assez mal son histoire, et je reste très surpris de voir à quel point les débuts du groupe étaient particulièrement cernés par la violence. Cette autobiographie, je l'ai vraiment surkiffée. Elle est sortie en français dans une maison d'édition qui malheureusement met la clé sous la porte. Elle s'appelle Et mon cul, c'est du tofu. C'était une maison d'édition et un label qui proposait donc des disques de punk rock, tout ce qui tournait autour de l'alternatif. Là, ils s'arrêtent, c'est certainement une de leurs dernières reproductions. Le seul moyen d'avoir ce bouquin, c'est d'aller le commander sur leur site. Faites en sorte que leur chant du cygne se transforme en un barouf d'honneur. Ils vont sortir après d'autres choses, des choses un petit peu de l'ordre du fanzina avec quelques micro-sorties. Évidemment, on relayera sur It's Them All, c'est malheureusement une maison d'édition, un label que j'ai découvert un peu tard. NOFX, je le disais, c'était un de mes groupes de punk rock préférés. J'ai énormément de choses à dire sur eux et ce bouquin m'a apporté beaucoup de biscuits. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de It's Them All consacré à NOFX. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Alors avant de commencer à parler de cette autobiographie, j'aimerais vous faire une petite contextualisation. J'ai parlé il y a quelques mois d'un bouquin qui s'appelle Under a Big Black Sun, qui raconte l'émergence et la naissance du mouvement punk rock californien, un mouvement en gros qui commence en 1978 et qui se termine en 1982, NOFX ayant commencé en 1983. Ce bouquin, donc, ça raconte l'émergence de groupes comme X, The Go-Go's, Fear, The Germ, TSOA, Black Flag, enfin tous les groupes de la côte ouest. Et ça raconte comment en fait cette scène de Los Angeles par rapport à la scène new-yorkaise avec Agnostic Front, les Cro-Mags, Murphy's Law et évidemment les Bad Ones à Washington DC était une scène qui était un petit peu plus arty, un petit peu plus considérée comme non violente comparée à la scène de New York. Agnostic Front qui venait du Lower East Side, c'était un quartier hyper glauque, hyper violent, c'était tout le temps la bagarre dans ce coin-là. Les Bad Brains c'était la même chose. Et Los Angeles, voilà, c'était un petit peu plus arty. C'est pour ça qu'il y a Henry Rollins qui dit c'est pour ça c'est une époque qui est très documentée en photo, parce que les punks ils étaient très lookés, il y avait un petit peu plus de filles parmi eux, donc c'était un petit peu plus cool.
À un moment, avec l'arrivée des groupes comme Black Flag et comme TSOL, il y a le hardcore qui commence à naître et donc la violence qui commence à gangréner les concerts de plus en plus, de plus en plus. Il y a la naissance donc des premiers gangs, les Proto-Bloods et les Proto-Crips, les Suicidals qui étaient affiliés au groupe Suicidal Tendencies, et tout ce joyeux petit monde a commencé à se foutre sur la gueule dans les concerts de punk. Évidemment, les flics sont arrivés, eux, pour disperser une émeute, ils y allaient à gros coups de matraque, il y a commencé à y avoir des morts, les squats sont devenus de moins en moins sécurisés, il y a commencé à y avoir des viols, tout ça c'est raconté dans ce bouquin. Et NOFX commence dans ce contexte-là, en 1983, dans un contexte où se rendre à Los Angeles dans un concert de punk pouvait être très dangereux. Il y avait aussi des skinheads d'extrême droite à cette époque-là, et NOFX raconte qu'il y a un de leurs potes qui est mort piétiné à une fête après un concert par des skinheads. Ça vous montre un petit peu le caractère quand même particulièrement dangereux que pouvait avoir cette scène à cette époque-là. NOFX il commence dans ce contexte-là et au départ c'est pas brillant, ça joue pas terrible, Fat Mike il chante pas bien et les débuts sont véritablement laborieux, ils se font huer régulièrement, mais ils s'accrochent, ils continuent malgré un environnement qui est hyper glauque. Enfin, il y a la drogue évidemment, ils sont dans des squats et ils ont des personnages dans leur entourage qui sont particulièrement infréquentables et particulièrement malveillants. Il y en a un qui s'appelle Raymond, qui est un pote à Smiley, le batteur, et lui en fait ils l'ont traîné comme un boulet pendant des années parce qu'ils en avaient peur, ils en avaient vraiment peur, c'était quelqu'un de très violent. D'ailleurs dans le livre c'est raconté un petit peu à la manière de The Dirt de Motley Crue, il y a que ce soit El Jefe, Fat Mike, leurs paroles un petit peu se suivent, et ils en profitent dans ce bouquin pour se dire des choses qui se sont jamais dit, et c'est souvent des choses assez difficiles. Et il y a un passage où Fat Mike il dit qu'en fait il y a la petite amie de Melvin qui s'est fait violer en fait par Raymond, et Melvin ne le savait pas, il avait perdu un jour en jouant au billard avec ce type, ils avaient parié leur bagnole, enfin c'était Raymond qui avait forcé à parier leur bagnole. Il avait perdu et il avait dit à Melvin, il avait dit tu vas faire quoi, tu dit non mais c'est pas grave, tu as gagné le pari, moi je m'en fous en fait. Et pour se venger, alors qu'il avait perdu, il a violé donc la petite amie de Melvin, et la petite amie de Melvin elle avait fait promettre à Fat Mike, elle avait dit mais ne le dis pas à Melvin parce que sinon il va tenter quelque chose contre Raymond et l'autre comme il est taré il va le tuer, et si jamais il le dénonce à la police, les punks hardcore ben, ils vont prendre ça comme une trahison, ils vont aussi le tuer. Donc ça montre quand même comment c'était mais hyper glauque et hyper violent et très éloigné de l'image de punk à roulette qu'on a du groupe, un petit peu trompette, rigolo, etc. Enfin, ils ont connu vraiment des débuts difficiles et violents, et vraiment quand on lit la manière dont ces mecs-là se sont extirpés de leur milieu d'origine pour en arriver au succès qu'ils ont connu par la suite, on peut que dire au respect. Qu'on aime ou pas, on peut que les respecter ces mecs-là. Ils ont tous eu des enfances, ils n'ont pas eu les pires enfances du monde, mais ils ont eu des enfances difficiles, et donc ils se sont raccrochés à la musique, au punk, comme à une bouée de sauvetage, et évidemment, quand ta bouée de sauvetage c'est dans un environnement aussi glauque, aussi difficile, ben c'est compliqué, et Smiley qui avait une enfance un petit peu dure, ben il est tombé dans l'héroïne très vite, à cause de ce connard de Raymond d'ailleurs, et il est devenu junkie pendant des années, et lui en fait quand il se sortira de la drogue, il aura un discours en fait qui sera un petit peu en contre-courant de Fat Mike et des autres punks, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Musicalement, tout change en fait vraiment quand il y a El Jefe qui arrive, c'est le guitariste soliste, et lui quand il arrive dans le groupe, lui il a une vraie formation musicale, il sait lire la musique, il sait jouer de la guitare, il sait chanter, il sait composer, il sait enregistrer, et la première fois qu'il écoute le groupe en fait il dit mais en fait ça chante faux, et ça joue pas du tout carré. Donc quand il passe l'audition évidemment les mecs disent il est trop fort, on le prend, ils le prennent avec eux, et lui ben, il va voir l'autre guitariste, il dit ben, en fait ta guitare elle est pas réglée, elle ne tient pas l'accordage, alors il faut faire ci, il faut faire ça. Il va voir Fat Mike, il lui dit moi j'aimerais bien harmoniser ce que tu fais, mais en fait tu chantes faux, donc il va falloir qu'on travaille ça. À l'époque, c'était Mr. Brett de Bad Religion, ils étaient signés chez Epitaph, le label de Mr. Brett de Bad Religion, qui les enregistrait, et il leur faisait faire les fameux oh, oh, oh de Bad Religion, les fameux chœurs là, qui ont fait l'identité de Bad Religion, il les donnait à faire aussi à NOFX, et donc les autres ils disaient ouais mais on aimerait bien faire plus notre truc, sans forcément trop te ressembler, et à leur départ, NOFX était comparé à Bad Religion, et puis au fur et à mesure, en fait, l'influence se gommera, et on voit qu'à partir du moment
moment où il y a El Refe qui arrive, sur le 4 titres The Longest Line, déjà ça commence à changer, la musique elle se complexifie un peu, c'est plus simplement des power chords joués à fond la caisse, il commence à y avoir des accords inversés, il commence à y avoir des mises en place, des structures un petit peu plus alambiquées, des harmoniques artificielles, des chorus un petit peu plus sympas, enfin, sans perdre l'énergie, sans perdre la dynamique et l'agressivité du groupe, parce qu'ils ont quand même un son qui est assez abrasif, mais ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent jouer des morceaux hyper cartons à 200 à l'heure, El Refe il peut sortir la trompette, Melvin il sort l'accordéon, ils font du reggae, ils font du ska, ils font tout ce qu'ils veulent en fait, quoi. Et donc, bah, c'est un groupe, ils progressent, ils sortent des super albums et ils commencent à avoir une petite notoriété qui est bien moindre que celle que vont avoir au milieu des années 90 les Offspring, les Green Day, les Rancid, qui, à cette époque-là, évidemment, il y a Green Day avec Dookie, Rancid avec And Alcoves Wolves et Offspring avec Smash. Tous ils explosent et évidemment MTV, eux tout ce qui marche ça leur plaît, donc ils essaient de propulser le maximum de groupes de punk rock en avant. Offspring sur Smash, ils étaient sur Epitaph, donc forcément après ils vont passer sur une grande maison de disques et tous les groupes de punk ils quittent les labels indépendants pour aller sur des grosses maisons de disques. Sauf NoFX. Fat Mike, il a déjà monté ils étaient à l'époque chez Epitaph, ils signeront après sur le label de Fat Mike, mais lui en fait il sent que c'est pas un truc pour eux, quoi. Il voit d'autres membres de NoFX, ils ont un peu la rage parce qu'ils disent putain, nous on fait du punk depuis plus longtemps qu'Offspring, et en fait ils ont un gavé de succès, ils headlinent les festivals, ils gagnent le maximum de thunes, nous on fait une musique qui est au moins aussi bonne que la leur, pourquoi on n'a pas droit à notre part du gâteau aussi? Bad Religion, les grands frères, eux aussi, ils signent dans une grande maison de disques, ils quittent Epitaph. Greg Graffin dira d'ailleurs, oui, on va voir où c'est que cette histoire va nous mener, jusqu'où Bad Religion va aller. Ouais, tu vas voir jusqu'où Bad Religion va aller. Et NoFX, ils se payent le luxe de rester indépendants. Un jour, il y a une grande maison de disques qui les reçoivent et ils leur font un numéro de Sherm avec le grand repas, etc. Ils disent à Fat Mike et aux autres, bon, nous, on peut vous faire des clips. Ils disent, non, on s'en fout, on ne veut pas faire de clips. Hein. On peut vous avoir des points de distribution supplémentaires. Non, on s'en fout, nos fans, ils trouvent déjà nos disques, on n'a pas besoin de points de distribution supplémentaires. On peut vous faire headliner les festoches. Non, on s'en fout toujours, en fait, on n'a pas besoin de vous, on reste indépendant. Et MTV ira même jusqu'à leur foutre la pression, un cadre d'MTV ira un jour voir Fat Mike, en lui disant, ouais, ben, vous avez des groupes sympas, vous avez Strung Out, Lagwagon, No Use for a Name sur votre label, il y a des petits clips qui passent comme ça. S'il y avait un clip de NoFX, ça pourrait les mettre en lumière, tous ces groupes-là. Sous-entendu, fait, envoyez-nous un clip, ou sinon, les autres, les Lagwagon et tout ça, ça passera plus. Et ils n'ont pas cédé, NoFX, et évidemment, ben, tous les Lagwagon, les No Use for a Name et tout ça, ben, ils sont plus passés à MTV. Donc vraiment, payer le prix de l'indépendance à cette époque-là, ben, il fallait quand même être couillu, mais ils se sont aperçus qu'ils avaient raison, parce qu'après coup, dès que le punk rock a beaucoup moins marché, ben, les maisons de disques, ils ont commencé à se dire, ça marche moins, on va plutôt se diriger vers autre chose, et ben, tous les groupes de punk, ils se sont retrouvés relégués en seconde zone, et la plupart sont revenus vers des labels indépendants, et donc on dit, bah ouais, finalement c'était NoFX qui avait raison. Et les autres peuvent se targuer du coup d'être restés toujours indépendants et d'avoir continué à faire la musique qu'ils aimaient, qu'ils voulaient, de la manière qu'ils voulaient. Ils ont fini par gagner au final peut-être plus de thunes que ce qu'ils avaient été en maison de disques, parce qu'ils racontent, il y a plein de pièges, une fois que tu as signé après des maisons de disques qui t'amènent à perdre du pognon en fait, et ils ont fini par headliner les festoches, parce que forcément ben, ils ont sorti classique sur classique à une époque, quand il y a eu White Trash, Punk in Drublic, The Decline, Pop Up the Valley, enfin tous ces albums là c'était tous des classiques, donc au bout d'un moment les mecs bah, ils les ont headlinés, parce que forcément comme ils étaient trop forts, donc ils ont réussi à arriver au top à leur manière, tout en restant indépendants. Et ça, c'est bien raconté dans le livre, et c'est vraiment les ingrédients d'une super histoire d'un groupe qui reste indépendant. C'est l'histoire d'un groupe qui reste indépendant, et c'est aussi une histoire d'amitié. Je faisais référence à The Dirt tout à l'heure. Quand on lit The Dirt, on voit que les mecs ils peuvent plus se blairer, quoi. Ce qui est raconté dans le film, au final, c'est des conneries, quoi, parce que les mecs de Motley, ils peuvent plus se blairer. Et c'est bien raconté dans le bouquin, parce qu'on voit que vraiment, Nicky Sixx, il était au départ hyper pote avec Vince Neil, mais les années passent, le succès arrive, la thune aussi, et au final, les mecs, au bout d'un moment, ils peuvent plus s'encadrer. Et là, dans ce bouquin-là, on voit qu'il y a vraiment à des moments des divergences d'opinion entre les musiciens, mais qu'il y a vraiment une bienveillance et une amitié les uns avec les autres. Notamment entre
entre Fat Mike, qui vraiment voilà, est le leader, qui est un mec qui a toujours dit qu'il prenait des drogues, qu'il fallait toujours en prendre, que si tu en prenais avec modération, ça ne représentait pas un problème. Et il y a Smelly, qui donc lui est resté accro à l'héroïne, qui a été un junkie pendant des années et qui a vraiment eu du mal à s'en sortir, qui est passé très près de la mort, qui lui réplique en disant « Mais en fait, tu choisis pas la modération, tu choisis pas de tomber dans la dépendance et d'être un junkie, tu le deviens par force. Donc tu peux pas forcément choisir de croire que tu vas contrôler la drogue, parce qu'au bout d'un moment, c'est elle qui te contrôle. » Et d'ailleurs, la première phrase que lui avait dit Raymond en lui faisant son premier fixe, c'était « Bienvenue en enfer ». Et ça, il s'en est rappelé toute sa vie, Smelly, parce qu'il a dit que après, toute ta vie, en fait, tu mènes une vie d'ex-junkie et que c'est hyper difficile. Donc ils ont une différence un petit peu comme ça d'appréciation. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme ça qui dit, mais en fait, c'est trop facile de venir tenir un discours comme ça, anarcho, libertaire, mes couilles, tout ça, sans parler des conséquences que ça a. Parce qu'il parle des mecs qui sont morts d'overdose, des mecs qui se sont suicidés, de la dépression, etc. etc. Et lui, il dit, bah, tout ça, faut en parler aussi, c'est trop facile. Et Fat Mike, qui à des moments dit, ouais, mais il n'y a plus de Darby Crash, il n'y a plus de Gigi Allin, donc c'est mon rôle de tenir cette image du punk rock, et donc en concert, de provoquer, de pas aller forcément dans le sens du public, etc. Et la Smelly dit, mais il y a des fois, t'es juste un con qui dit des conneries pas drôles, qui dit des conneries homophobes. On se rappelle au Hellfest, quand il avait dit « Come on Rob, suck my balls », en faisant référence évidemment à Rob Halford, et Smelly dit, il y a des fois, Fat Mike, t'es très drôle, mais il y a des fois, t'es juste un beauf, en fait. T'es juste un con. Donc, il faudrait à un moment que tu prennes un petit peu conscience de ce que tu renvoies, et qu'à chaque fois que tu fous la merde, à chaque fois que tu dégueulasses un endroit, ben, il y a des mecs qui viennent derrière toi pour nettoyer, il y a des mecs derrière toi qui sont toujours à te... voilà, quand tu déclenches une baston. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs les Backstage Passport. En fait, c'est une série de télé-réalité sur NoFX en fait, et sur des tournées en fait qu'ils ont fait dans des pays qui sont genre ils tournent dans des pays d'Amérique du Sud, en Asie, etc. À chaque fois, ça se passe mal. Et il y a de grosses bastons à un moment en fait en Israël. Et évidemment, Fat Mike, quand il se jette dans le public ou qu'il y a des bastons, mais ils vont pas le laisser en fait se faire défoncer. Donc du coup, il y a toujours en fait ce côté un petit peu voilà, tu fous la merde, mais quelque part t'es protégé. Et ces discours, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant dans le bouquin. Et pourtant, Smelly dit, malgré tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous sépare au niveau des idées avec Fat Mike, chaque fois en fait qu'il a besoin de moi, notamment malheureusement quand il traverse le deuil, quand sa mère elle meurt, il y a Smelly qui vient le voir et en fait ils oublient tout. Et c'est son vieux pote qui, quand ils se sont connus, quand ils avaient 16-17 ans, qui vivait dans des squats et qui vivait dans des camions, et ils se retrouvent comme ça. Et il dit, là, il n'y a plus rien qui existe, c'est juste deux amis, en fait, je viens soutenir mon ami, en fait, qui est en train de perdre sa mère. Et donc, c'est vraiment de très belles histoires d'amitié. Fat Mike aussi, quand il raconte à la fin, c'est un mec SM Airline, évidemment tout le monde savait que Fat Mike il était branché par le SM, enfin, moi je pensais pas à ce point, parce qu'en choisissant, voilà je vous ai lu au début, en choisissant vraiment d'introduire leur bouquin de la sorte, vraiment c'est le mec qui montre voilà, qu'il ne va pas cacher grand chose, et effectivement à la fin il parle beaucoup de SM, et il dit qu'à un moment il aime beaucoup se travestir, et qu'il finit par accepter cette part de sa personnalité, quand il se met en robe, etc. et tout ça, et tous ses potes finalement, tous les autres dans NoFX, bah, ils finissent par dire ouais, bah, finalement si c'est ça ton kiff, si t'es heureux comme ça, bah, nous aussi on est heureux comme ça, fais ce qui te rend heureux. Et en fait ce bouquin, ce que je disais, il y a tous les ingrédients d'une bonne histoire. C'est vraiment une histoire, les mecs ils y ont cru au départ, alors que personne ne croyait en eux, ils ont continué, ils se sont acharnés, ils ont eu du succès, ils ont rencontré leur public, ils ont fait des super albums. Je sais qu'une grande partie de la communauté de Rizemol, c'est des métalleux. Et que NoFX a toujours un peu eu cette image de groupe de punk à roulette. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, écoutez un album comme Punk in Republic, écoutez The Decline. The Decline, c'est un long morceau de 20 minutes qui est une sorte de morceau de punk progressif. C'est une des pièces préférées des fans du groupe. White Trash, So Long, c'est vraiment des albums que moi je trouve géniaux. Quand on prête attention, c'est beaucoup moins
c'est plus alambiqué que ce qu'on pourrait croire au départ. Et en fait, finalement, plus on écoute et plus on s'aperçoit que NoFX, ben, c'est pas forcément ce qu'on imaginait au départ. Moi, avec les années, c'est devenu, au départ, moi j'ai commencé avec mon groupe de punk, avec lequel j'ai commencé, c'était Bad Religion. Et au fur et à mesure, j'adore toujours Bad Religion, mais au fur et à mesure, ben, NoFX a fini par lui grappiller la place et à passer devant, parce que pour son côté indépendant, pour le nombre d'albums absolument imparable, parce que les chansons, voilà, ben, elles restent en tête, pour les lyrics de Fat Mike, pour l'honnêteté du groupe, vraiment dans ce bouquin, ils livrent tout, je pense qu'ils cachent pas grand chose de leur histoire, et NoFX, c'est un groupe qui est énorme, vraiment énorme, et ce bouquin, souvent je dis aux amateurs de punk, aux amateurs de métal, je pense que tu n'as même pas besoin d'être un amateur de punk, d'être un amateur de NoFX pour kiffer ce bouquin, tellement c'est des montagnes russes, tellement ça va dans tous les sens. Je vous l'ai dit, aux éditions Hémocus et du Tofu, Baignoire, Hépatite et autres histoires, un super, vous avez vu avec la liaison, un super bouquin mais que je vous conseille 1000 fois. On va se quitter comme ça, on se dit à très très vite pour un nouvel épisode, et écoutez NoFX et surtout n'oubliez pas... Lisez! Lisez, bande de salles! We're NoFX, doing up since 1983. But these days we've got mortgages and families. So we're going on a sketchy tour. No country is too obscure. We're gonna drink and cough and fight and snort.